Imaginez un pays en plein effondrement. Les banques ferment les unes après les autres. Les files d'attente s'allongent devant les établissements encore ouverts. Des hommes et des femmes se pressent, les mains tremblantes, pour retirer leurs économies avant qu'il ne soit trop tard. Mais souvent, il est déjà trop tard. Ce pays, c'est l'Amérique. Et l'année, c'est 1933. 4 ans après le krach boursier de 1929, la plus grande économie du monde est paralysée. Des millions d'Américains ont perdu leur emploi, leur ferme, leur maison. L'argent semble avoir disparu, englouti dans un abîme invisible. La confiance, elle aussi, s'est effondrée. On ne croit plus aux banques, on ne croit plus au marché, on ne croit plus au gouvernement. Alors, instinctivement, le peuple se tourne vers la seule chose qui semble encore réelle, l'or. Le métal brillant, lourd, indestructible. Celui qu'aucun politicien ne peut imprimer. Mais ce retour à la matière précieuse va provoquer l'un des épisodes les plus étranges et les plus controversés de l'histoire américaine. Car pour sauver le système, le gouvernement va décider de dépouiller légalement ses citoyens. Ce n'est pas une expropriation militaire, ce n'est pas un vol de nuit. C'est une confiscation légale, signée par la main même du président. Une opération économique d'une audace sans précédent, menée au nom du bien commun, mais dont les effets résonnent encore un siècle plus tard. Au centre de cette histoire, un homme, Franklin Delano Roosevelt. Élu président en 1932, il incarne l'espoir après des années de désastre. Charismatique, persuasif, il promet un New Deal, un nouveau contrat social pour sortir l'Amérique de la misère. Mais Roosevelt comprend vite que les discours ne suffiront pas. L'économie américaine est prisonnière de l'or. Chaque dollar en circulation doit être garanti par une quantité fixe de métal. Or, les citoyens, terrorisés par les faillites bancaires, thésaurisent. Ils retirent leur argent, le convertissent en pièces et en lingots, qu'ils cachent sous leur matelas ou enterrent dans leur jardin. Cette peur collective vide les coffres des banques et asphyxie le crédit. Le pays ne peut plus respirer. Alors, Roosevelt prend une décision extrême. Une décision que personne n'avait jamais osé prendre dans un pays libre. Le 5 avril 1933, il signe l'Executive Order 6102. Ce décret présidentiel oblige tous les Américains à livrer à la Réserve fédérale la totalité de leur or, pièces, lingots, certificats. En échange, ils recevront des dollars papier au taux officiel de 67 $ l'once. Ceux qui refusent s'exposent à une amende de 10 000 $, une somme colossale pour l'époque, et jusqu'à 10 ans de prison. En un instant, détenir de l'or devient un crime. Dans les rues, la nouvelle tombe comme une bombe. Les journaux publient le texte du décret. Certains Américains obéissent immédiatement, d'autres hésitent, d'autres encore se révoltent intérieurement. Car pour eux, l'or n'est pas seulement une valeur matérielle, c'est une assurance, un refuge, une part de liberté. Le remettre à l'État, c'est abandonner une part de soi. Mais Roosevelt est ferme. Il faut restaurer la confiance dans le dollar, sauver les banques, relancer l'économie. Et pour cela, il faut centraliser le métal. Des files d'attente se forment devant les guichets de la Réserve fédérale. Les employés pèsent, comptent, enregistrent. L'or privé se transforme en or d'État. Certains le font par devoir patriotique, d'autres par peur, d'autres encore en espérant que la mesure sera temporaire. Mais Roosevelt n'a pas tout dit. Ce qu'il prépare va transformer cette confiscation en un chef-d'œuvre de manipulation économique. Quelques mois plus tard, une fois l'or collecté, le président signe le Gold Reserve Act de 1934. Dans un texte discret, il fixe une nouvelle parité. Désormais, l'once d'or ne vaut plus 67 $, mais 35. Autrement dit, le gouvernement vient de dévaluer le dollar de près de 40%. L'État, qui a racheté l'or du peuple à bas prix, en augmente immédiatement la valeur officielle. En un geste, il multiplie ses réserves sans miner un seul gramme supplémentaire. Le peuple, lui, a été spolié, légalement. C'est un vol sans armes, sans effraction, sans cri. Une expropriation propre, nette, codifiée.
Et pourtant, un coup de génie économique. En quelques mois, les États-Unis reconstituent des réserves d'or colossales. La confiance revient, les marchés se stabilisent, le New Deal peut commencer. Mais la ligne a été franchie. L'État a démontré qu'en temps de crise, il peut s'approprier la richesse privée au nom de la sécurité collective. Et surtout, il a montré que la loi pouvait tout justifier. Roosevelt présente cette mesure comme un sacrifice nécessaire. Dans ses fireside chats, ses discours radiophoniques du soir, il parle calmement au peuple. Nous devons tous contribuer à la reconstruction du pays. L'or doit circuler, pas dormir dans les coffres particuliers. Il promet que ce contrôle est temporaire. Il dit qu'il rendra la liberté monétaire dès que la tempête sera passée. Mais la tempête ne passe jamais. Et la liberté monétaire, elle, ne revient pas. Les Américains, eux, s'habituent. Ils apprennent à faire confiance aux billets verts. Ils rangent leurs pièces dans des tiroirs, les gardent comme souvenirs. En apparence, tout semble rentrer dans l'ordre. L'économie redémarre. Les grands travaux commencent. Les usines tournent. Mais sous la surface, quelque chose a changé. Le lien entre le citoyen et sa richesse n'est plus direct. Ce n'est plus la matière qui garantit la valeur. C'est la parole de l'État. La monnaie cesse d'être un bien. Elle devient une promesse. Et les promesses, on le sait, peuvent être tenues ou trahies. L'opération Roosevelt a des conséquences planétaires. En quelques années, les États-Unis accumulent près de 70% de l'or mondial. Le métal confisqué au peuple américain devient la base de la nouvelle puissance monétaire du pays. Lors de la Seconde Guerre mondiale, cette réserve colossale permet à Washington de financer l'effort de guerre et de prêter massivement à ses alliés. L'or américain devient le socle du monde libre. Puis vient 1944. Dans un hôtel du New Hampshire, à Bretton Woods, les grandes puissances se réunissent pour bâtir un nouvel ordre monétaire international. Le dollar adossé à l'or devient la monnaie de référence mondiale. Toutes les autres devises s'indexent sur lui. Les États-Unis dominent le système. Ironie suprême, le métal qui garantissait désormais la stabilité du monde est celui que le gouvernement avait retiré à son propre peuple. Pendant près de 3 décennies, ce système fonctionne. Le dollar est fort, les échanges prospèrent, la confiance règne. Mais dans les coulisses, la machine s'enraye. Les États-Unis dépensent sans compter pour financer la guerre du Vietnam, la conquête spatiale, les grands programmes sociaux. L'or ne suit plus. Les réserves s'érodent. Les pays étrangers, inquiets, commencent à réclamer le métal promis en échange de leurs dollars. Parmi eux, la France du général de Gaulle, qui envoie des navires militaires récupérer ses lingots à New York. Le mythe de la convertibilité vacille. Le 15 août 1971, Richard Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. Désormais, la monnaie américaine ne repose plus sur rien. Elle flotte librement, soutenue uniquement par la confiance mondiale dans la puissance des États-Unis. Ce jour-là, le système inauguré par Roosevelt s'accomplit pleinement. L'État contrôle non seulement la monnaie, mais sa valeur. La promesse est devenue dogme. L'or, lui, est devenu décor. Et c'est là que réside le cœur du paradoxe. En voulant sauver la richesse nationale, Roosevelt a détruit le lien entre richesse et réalité. Il a remplacé la valeur tangible par la valeur décrétée. Il a transformé l'économie américaine en un système fondé sur la foi dans la parole du gouvernement, la foi dans la stabilité du système, la foi dans le billet vert. Ce modèle, aujourd'hui, est celui du monde entier. Car cette histoire n'appartient pas qu'au passé. Ce qui s'est joué en 1933 résonne dans les débats contemporains sur les monnaies numériques. En 1933, on disait « Rendez votre or, l'État s'en servira pour stabiliser l'économie ». En 2025, on dit « Abandonnez le cash, la monnaie numérique rendra tout plus sûr, plus transparent, plus efficace ». Les mots changent, mais la logique reste la même. Plus de contrôle pour plus de sécurité. Moins de liberté pour plus d'ordre. Les banques centrales du monde entier travaillent aujourd'hui sur leur propre monnaie numérique. L'euro digital, le yuan numérique, le dollar digital. Officiellement, ces projets visent à moderniser les paiements et à lutter contre la fraude. Officieusement,
Ils ouvrent la possibilité d'un contrôle absolu sur la circulation de la valeur. Une monnaie programmable peut être rendue inutilisable à certaines heures, pour certains produits, dans certaines zones. Une aide publique peut être limitée à une catégorie d'achat. Un compte peut être suspendu d'un clic. Le rêve de Roosevelt devient la norme du XXIe siècle. Mais l'histoire nous enseigne une vérité que les chiffres oublient souvent. La richesse n'est pas seulement une question de valeur, c'est une question de confiance. En 1933, le peuple américain a accepté de livrer son or parce qu'il croyait en son président, en sa nation, en sa survie collective. Mais chaque acte de confiance a un prix. Et chaque concession ouvre une brèche. Car une fois qu'un État a goûté au pouvoir de redéfinir la valeur, il ne le rend jamais. Aujourd'hui, les billets de $100 circulent encore, mais pour combien de temps? Déjà, certains commerces refusent le liquide. Les banques ferment leurs guichets. Le paiement sans contact devient la norme. Et dans cette fluidité numérique, la frontière entre sécurité et contrôle devient floue. L'argent, autrefois outil d'échange, devient outil d'observation. Chaque transaction laisse une trace. Chaque achat raconte une histoire. Et dans cette histoire, nous sommes les personnages, mais plus les auteurs. Lorsque Roosevelt a signé le décret 6102, il a invoqué la stabilité. Lorsque Nixon a mis fin à la convertibilité, il a invoqué la nécessité. Lorsque les États lanceront leur monnaie numérique, ils invoqueront la modernité. Les prétextes changent, la mécanique reste. À chaque fois, c'est une crise qui justifie la cession de liberté. À chaque fois, la promesse est temporaire. Et à chaque fois, elle devient permanente. L'or du peuple américain dort toujours dans les coffres de Fort Knox, du moins officiellement. Certains disent qu'il n'y est plus, d'autres pensent qu'il n'a jamais quitté les bilans comptables de la Fed. Mais en vérité, sa présence ou son absence importe peu. Ce qui compte, c'est ce qu'il symbolisait, la matérialité de la confiance. Et cette matérialité, nous l'avons perdue. Nous vivons dans un monde où la richesse est virtuelle, où la dette se crée d'un clic, où la valeur se déplace à la vitesse de la lumière. Mais la confiance, elle, met toujours du temps à suivre. Alors la question n'est plus « Comment l'Amérique a volé l'or de son peuple ?» La vraie question, c'est « Qu'avons-nous appris depuis ?» Car si l'histoire a prouvé une chose, c'est que les crises ne détruisent pas la liberté. Ce sont les peurs qu'elles réveillent qui la dissolvent. Et à chaque fois que nous laissons la peur redéfinir nos droits au nom du bien commun, nous répétons le même geste qu'en 1933. Nous livrons notre or, non plus le métal, mais ce qu'il représente, notre autonomie.